Bonjour à tous et merci à tous les participants qui se sont inscrits d'être présents avec nous ce matin pour ce webinaire présenté par les sociétés Arcitech et Rubrik. Donc, je suis Yann Valens, le président cofondateur de la société Arcitech et très heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Nous allons donc y voir plusieurs sujets. Le premier, en ce qui me concerne, va être effectivement de vous faire une courte présentation de la société Arcitech et je laisserai ensuite la parole à Christophe Chevalier, qui est directeur technique de la société, qui aura pour rôle de vous présenter les références que la société Arcitech peut avoir en commun avec Rubrik au travers de deux cas d'usage avec deux de nos clients. Et nous terminerons ce webinaire avec Émeric Jaouen qui vous fera la présentation et surtout la démonstration de la solution Rubrik. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à tous. Je vous propose de commencer par la présentation de la société. Donc, vous pouvez voir ici une première représentation de notre histoire. Histoire qui est pour le moment courte mais grande, puisque la société Arcitech a été créée en 2012. Il n'y a pas bien si longtemps. Et pour que vous le sachiez, nous venons de terminer une 7e année fiscale ici au 30 septembre. Donc, très récemment, il y a 15 jours. Et en cette année, nous avons atteint effectivement une entreprise de plus de 25 collaborateurs et de plus de 22 millions de chiffre d'affaires. Donc, notre métier, effectivement, c'est d'être cloud architecte. Donc, nous sommes là et à votre service pour designer des solutions dites cloud, que ce soit cloud privé, cloud public ou cloud hybride. Et nous verrons que nous travaillons effectivement avec différents partenaires technologiques pour pouvoir bâtir ces clouds sur mesure et pour vous. Alors, la croissance de l'entreprise et ce que nous pouvons voir ici sur ce slide est assez impressionnante, fulgurante, puisque en 7 ans, effectivement, nous sommes passés donc de 0 à 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, je l'ai déjà précisé, qui nous a permis d'avoir différents awards, et notamment l'award décerné par les Échos d'une des meilleures croissances de toutes les entreprises françaises, tous secteurs d'activité confondus. Donc, je vous renvoie sur ce classement, mais c'est un très bon indicateur, puisqu'en termes de croissance, effectivement, nous avons des rythmes de croissance cette année de 30%, mais l'année dernière, par exemple, de 60%. Et typiquement, nous venons de doubler notre chiffre d'affaires dans les 2 dernières années. Donc, nous avons une croissance très importante chez Arcitech et de très belles success stories à partager avec vous au travers des 300 clients que peuvent composer l'entreprise aujourd'hui. Donc, je serai à votre disposition dans un autre contexte que ce webinaire pour vous détailler les bons résultats de cette entreprise ou les différents succès que nous avons pu avoir dans ces dernières années. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais je vous laisserai mes coordonnées quand on vous enverra un mail avec une copie de cette présentation et je reste à votre entière disposition personnellement pour vous détailler ce point-là. Parfait. Si on regarde effectivement un peu plus en détail notre métier, donc je vous l'ai précisé, nous sommes Cloud Architect, donc l'ensemble de nos activités tourne autour du cloud. Nous sommes donc cloud-centriques et intégrateurs de technologies pour mettre en place ces différents clouds privés, publics ou hybrides, que ce soit sur la partie de la création de la donnée, qui part de toutes les systèmes qui peuvent créer de la donnée comme effectivement un PC. Mais on peut bien entendu parler de toute la partie infrastructure qui est là pour transporter cette donnée, la stocker, la transformer, la sauvegarder bien entendu. Ça va être le sujet de la présentation de ce matin. Donc, on retrouve effectivement sur ce slide ces différents niveaux d'expertise que nous pouvons avoir chez Arcitech. Alors, à noter que dans le choix de notre collaboration technologique sur ces différents niveaux
d'expertise, nous avons décidé chez Architect d'avoir le niveau de certification le plus haut, ce qui est valable avec l'ensemble des partenaires technologiques que vous pouvez voir représentés sur ce slide. Je ne vais pas, bien entendu, tous les détailler, mais retenez qu'on a le plus haut niveau de certification et on va aujourd'hui mettre un focus sur la partie sauvegarde et avec rubrique, bien entendu. Au niveau des services que nous sommes à même de vous offrir, nous couvrons l'intégralité des niveaux de service pour la conception de ces clouds, que ce soit des services en amont ou en aval. On est capable de couvrir l'intégralité du spectre, que ce soit un audit, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour vous aider à réfléchir sur vos projets de sauvegarde, bien entendu son installation, mais aussi de vous aider après dans son exploitation. Alors, vous voyez, pour terminer, pour passer la parole à Christophe, un panel de clients représentatifs, puisqu'on a plus de 300 clients aujourd'hui chez Architect. Je l'ai dit, tout secteur d'activité représenté, que ce soit du privé ou du public. Et bien entendu, dans toutes ces références, nous avons deux clients qu'on souhaite mettre aujourd'hui en avant, chez qui nous avons travaillé sur des sujets de sauvegarde et avec la technologie Rubrik. Donc, c'est le site internet Se Loger, que tout le monde connaît bien entendu, et une référence dont on n'a pas le droit de faire apparaître au niveau de son logo, mais dont nous avons le droit de citer à l'oral, c'est le Paris Saint-Germain, le club de football PSG, bien entendu. Voilà, donc Christophe, si tu veux bien prendre le relais, je te laisse expliquer ce que nous avons pu faire avec ces deux clients. Christophe, je te laisse la parole. Tu es sur mute. Pardon, excusez-moi. Oui, bonjour à tous. Donc, Christophe Chevalier, donc je suis directeur technique chez Architect et effectivement, nous avons la chance d'avoir des clients qui ont fait le choix de rubriques. Alors, effectivement, tu as parlé de Se Loger qui effectivement a fait une étude de marché importante sur le choix des outils de sauvegarde. Et ça s'est terminé effectivement par un POC donc, qui a duré plus d'un mois et qui a apporté un très franc succès chez ce client. Chez Se Loger, il cherchait vraiment une solution qui est à la fois efficace et simple à utiliser et administrer, pouvoir s'intégrer effectivement avec des API. On en parlera tout à l'heure, notamment les API REST dans Rubrik, et puis surtout avoir la possibilité de sauvegarder des machines virtuelles dans le cloud. On verra, c'est un point important dans la solution Rubrik. Un des avantages aussi de la solution, on en reparlera tout à l'heure, et c'est ce qui avait permettre à Se Loger de faire son choix, c'était aussi de voir une solution qui est scale out, donc évolutive dans le temps, sans avoir à remettre en question donc la solution. Le deuxième client, c'est le Paris Saint-Germain, pareil, qui avait mis donc un cahier des charges important dans lequel on trouvait d'autres technologies comme l'hyperconvergence ou du stockage NAS scale out. Et ben pareil, dans le même choix, le Paris Saint-Germain avait bien étudié le marché de la sauvegarde et à peu près pour les mêmes critères, je dirais que Se Loger. Le choix Rubrik a été presque une évidence pour eux. Et aujourd'hui, les deux clients que je viens de vous citer, effectivement, recommandent aujourd'hui donc des solutions Rubrik pour étendre leurs solutions de sauvegarde. Et vous verrez tout à l'heure au travers de la présentation que c'est quelque chose qui est relativement très facile à faire et simple à utiliser. Aymeric, je vais peut-être du coup te passer la main pour la présentation. Je vous remercie à tous. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, Rubrik. Merci d'être présent à ce webinaire avec Architect. Donc, Aymeric Javrin, comme présenté tout à l'heure. Donc, je suis Sales Engineer de la société Rubrik. Et donc, je vais vous présenter Rubrik. Donc,
pour 15 minutes, 20 minutes, on parlera de rubrique en général. Et après, on passera 10 minutes à une petite présentation sur une plateforme de démonstration pour que vous voyez en fait à quoi correspond vraiment la solution rubrique en termes d'ergonomie, de simplicité et finalement de jour le jour à administrer. Donc Rubrik, c'est une société qui a démarré il y a 4 ans et demi aux États-Unis avec 4 investisseurs qui viennent du monde de Nutanix, Google, Facebook et Riverbed et qui ont été backupés en fait par des investisseurs tels que Thomson, le CEO de Cisco, des personnes qui ont travaillé chez Symantec, CEO de Symantec aussi, et par quelques ventures, capital ventures, dont Lightspeed aussi pour rapport à Microsoft. C'est aujourd'hui Rubrik 1600 habitants pour une capitalisation de 553 millions qui a été généreusement donnée à Rubrik pour continuer à travailler en termes de start-up. Donc, l'histoire de Rubrik, ça a commencé quand ces gens qui venaient pas du backup se sont aperçus que c'était pas forcément très simple de faire du backup au jour d'aujourd'hui et que c'était vraiment un puzzle composé de plusieurs éléments qui vont être des backup software d'application, un backup software, des backup serveurs, des proxys, de la réplication où on doit faire la réplication sur plusieurs sites, des catalogues de databases qui peuvent être soit sur du NAS, du SAN, du backup storage aussi qu'il faut faire avec du tape et aussi de l'off-site archive si on a vraiment besoin d'externaliser les tapes dans certaines configurations. Dans les années 2000 est arrivé la déduplication, le backup sur disque, avec aussi la déduplication amenée par Datadomain, qui a permis de diminuer l'empreinte sur la production de la partie backup et de pouvoir restaurer sans avoir parti des tapes parce que l'on condensait les données. Donc, c'est clair, ça a amené un gros plus pour la partie backup. Par contre, ça a rajouté encore un élément, une partie du puzzle dans ce grand puzzle voilà, qui est composé de multiples pièces où on peut avoir des softwares, des éditeurs, des constructeurs qui viennent de différents horizons et où on doit faire pour que tout fonctionne ensemble. Donc, si on doit faire des upgrades, si on doit mettre à jour des agents avec des versions, c'est là où on s'aperçoit que le métier de la sauvegarde n'est pas aussi simple que ça. Donc, tous ceux qui ont fait déjà des upgrades de sauvegarde, de stockage ou d'OS, support des OS, comprendront ce à quoi ce schéma se réfère. Donc, rubrique. L'idée de rubrique, voilà, comme dit, c'est comme ces personnes ne venaient pas forcément du backup, c'est de prendre tous ces éléments-là et de dire, voilà, je simplifie tout. Je mets tout dans une seule boîte, une brique. Chez Rubrique, ça s'appelle une brique, qui est en fait composée de 4 nœuds. Chaque nœud a son propre serveur et dans ce propre serveur, chacun a son network, CPU et disque stockage. C'est-à-dire que c'est un système de fichiers partagé à la méthode hyperconvergée, donc Nutanix, donc on voit Vipassana via aussi Nutanix, qui va nous permettre de grandir, de faire de web scale à la demande. Donc c'est un système de fichiers clusterisé, propriétaire à rubrique, qui va permettre que l'on peut perdre soit un node, soit une node, soit une brique entière sans avoir d'incidence sur la partie backup et toujours rester en production. Une fois ces données sont sur les briques, on peut aussi les externaliser sur un cloud, comme l'a dit tout à l'heure Yann aussi, sur un cloud privé ou sur un cloud public ou sur un cloud hybride. Pourquoi? Parce que pour rubrique, ce ne sont juste que des connecteurs pour aller externaliser des données pour mettre, suivant la criticité qui a été choisie, parce que nous fonctionnons par des SLA, ce qu'on verra tout à l'heure, pour mettre la donnée au bon endroit par rapport à son coût ou sa criticité. Et donc pour nous, c'est complètement transparent, que ce soit privé, public ou hybride. Alors comment ça fonctionne? Donc c'est réellement la simplicité et l'homogénéité et l'ergonomie qui ont fait que Rubrique a vu son avènement dans le monde du backup. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit simple pour les administrateurs et éviter tout ce puzzle. Donc, quand on arrive chez un client pour faire le rack and go, on a quelques IP à rentrer et après rentrer, par exemple, un vCenter, si on va parler de l'exemple de VMware. Et là, on va aller découvrir toutes les VM et ça au travers des API. Donc, on verra plus tard que l'on considère, nous, notre produit, on l'appelle un API first, c'est-à-dire que l'on passe tout au travers des API et que nous-mêmes, nous consommons nos propres API. C'est-à-dire que c'est inclus dans l'ADN du produit Rubrique. Et c'est en fait quelque chose qui est très très simple parce qu'on va pouvoir discuter au jour d'aujourd'hui avec la plupart des équipements qui ont des API pour automatiser toutes les tâches
au travers des hyperviseurs, mais aussi au travers des objets tels que des bases de données SQL ou Oracle ou SAP HANA, toutes ces choses-là. Nous avons les SLA. Donc, c'est-à-dire une fois qu'on a notre environnement qui est mis en place, on va configurer les jobs de backup, de sauvegarde. Donc, chez nous, chez Rubrik, on appelle ça des SLA domaines. Pourquoi SLA? Parce que on ne va pas construire un job de backup par rapport à un objet sur lequel on va faire le backup, mais on va construire par rapport à sa criticité notre job de backup. Si bien qu'on n'est plus vers une infrastructure hardware avec des composants, mais plutôt vers une infrastructure as a service où on définit un service que l'on doit rendre aux utilisateurs. Ce qui veut dire que les utilisateurs, la direction et le backup vont parler le même langage pour définir des priorités quant à la sauvegarde de la donnée qui vont se traduire dans le monde de l'industrie par un RPO et un RTO et qui chez nous se traduiront par une périodicité et une rétention. Et donc, quand on va mettre un SLA, on va créer un SLA, imaginons un grand sac, on va pouvoir mettre une base de données SQL, une instance de base de données SQL, un serveur. Et ça vont être dans la même politique de sauvegarde, dans le même SLA domaine. Et comme nous, on connaît l'objet sur lequel on va faire le backup, à ce compte-là, on va organiser le backup, discuter directement avec les objets pour les sauvegarder de manière cohérente sans que l'administrateur ait des actions à réaliser. Comme nous avons plusieurs nodes, comme on l'a vu, chaque node va pouvoir aller en parallèle, prendre ses backups et être complètement autonome par rapport aux autres. Donc, on a un ordonnanceur qui va dire tel node va aller chercher tel dossier. L'ordonnanceur va être calculé par rapport au SLA et il va dire, bon, ce job-là, il est prioritaire parce que sa compliance est tous les 2 heures. Je le mets là, je le mets en fil pour qu'il soit passé tous les 2 heures. Celui-ci est tous les 4 heures, je le mets là, ce sera sur un nœud. Et il va se partager les jobs sur les nœuds, l'ordonnanceur, pour que la compliance des backups soit respectée par rapport à la criticité au SLA que l'on aura défini sur tel ou tel objet. Donc encore une fois, c'est lui qui s'occupe de cette récurrence et qui va gérer la parallélisation des backups pour tenir la compliance. Une fois qu'on a tout backupé, ce qu'il faut aussi, c'est récupérer les données. Et encore une fois, comme on l'a vu, le plus important chez nous, c'est la partie business, la partie SLA. Et donc, par rapport à ça, la recovery, le restore des objets se fait de la même manière. C'est-à-dire qu'on a chez nous un produit qui s'appelle le Live Mount, qui est complètement inclus, qui va vous permettre en fait de restaurer les données sur l'objet dans lequel vous avez décidé qu'il doit être restauré. Donc, c'est pas forcément l'objet source. Si je prends une base de données SQL, par exemple, elle peut très bien être restaurée sur le serveur source, sur un serveur tierce pour faire de la BI où il est plus important, ou directement dans le cloud si vous avez Azure ou GCP ou AWS, si vous le voulez. Une fois qu'on a fait ce Live Mount, les données sont accédées directement depuis les ressources de l'objet sur lequel on aura restauré, mais les disques sont accédés sur les briques Rubrik. Donc, chaque appliance Rubrik peut délivrer en moyenne 20 000 IOPS. C'est-à-dire que si on a un accident de production où on a le stockage qui doit faire l'objet d'une réparation ou d'une intervention du support, on peut, pour le temps que cela se passe, redémarrer la prod, donc forcément pas toute la prod, dans la limite de ces IOPS, depuis l'appliance Rubrik. On peut faire imaginer que si on a de la BI sur un serveur à côté, remonter le Live Mount, c'est-à-dire utiliser directement, sans avoir besoin de recopier la donnée, la base de données qu'on va monter au Oracle depuis la brique Rubrik. On fait aussi du CDP pour les machines qui sont extrêmement critiques. La sécurisation des données, toutes les données qui rentrent ou qui sortent de Rubrik sont sécurisées au moyen de TLS, de certificats, sur le local de l'AES 256 et de clés aussi TPM qui peuvent être gérées par un serveur tierce ou par une authentification tierce. Le système de fichiers est immuable, ce qui veut dire que dès que l'on met un fichier, dès que l'on met un backup sur la brique Rubrik, il est mis en read-only, c'est-à-dire qu'il est impossible pour nous de tempérer cette donnée. Nous avons aussi des SLA, warm SLA, pour maintenir non seulement l'immutabilité, mais sur une période, sur une rétention donnée. Le cloud, donc comme c'est un connecteur, peut très bien aller dans un cloud public ou dans un cloud privé. Cloud privé pouvant être un object storage S3, de type S3, ou NFS, ou même de la tape si besoin.
Dans les clouds publics, on a tous les clouds publics qui sont référencés au-dessus, donc Google Cloud, AWS ou Azure. Ce qu'il faut le voir aussi, c'est qu'on peut externaliser, c'est-à-dire qu'on peut garder les données. Donc, sur la rubrique, on peut indexer, compresser et dupliquer les données, et après externaliser les données. Comme c'est un connecteur, quand on a fait l'indexation, ça fait que rubrique devient comme une grosse gateway, comme une passerelle pour aller accéder à ces données. Ce qui veut dire qu'en allant se connecter dessus sur rubrique, on peut taper très bien le numéro de son fichier à la Google Like ou à la Facebook Like, comme la recherche prédictive, comme on l'aurait sur. Il va nous donner ce fichier-là, et après, il va nous dire restaurer. Et si on a un petit icône, ou s'il est directement dans le cloud ou en S3 ou en blob storage pour l'Azure, il va pouvoir nous restaurer cette donnée, qui soit locale ou dans le cloud ou sur NFS, sans avoir besoin de savoir sur quel média il est pour l'utilisateur. Lui, ce qu'il veut, c'est juste restaurer son fichier. Donc, cette partie, ce qu'on appelle la partie cloud out, c'est-à-dire externalisation de la donnée, qui est en fait juste un connecteur avec les droits pour aller chercher la donnée où elle est. Mais la gestion est complètement la même. Et la partie cloud on, qui nous permet aussi de faire du disaster recovery d'une VM. Imaginons qu'on ait une plateforme VMware sur laquelle on instancie la partie cloud on. À ce compte-là, on pourra redémarrer cette VM depuis le dernier backup dans le format du cloud public de destination. Donc, VMware local, je redémarre ma VM au format Azure avec mes clients, suivant le réseau qui a été configuré avec les VNet pour aller accéder à ma donnée. Donc ça, Rubrik s'occupe de faire cette transformation de A à Z. Donc on pourrait très bien imaginer qu'on peut faire du backup et que de ces backups, on puisse aussi faire des migrations, des îlots de production ou même de bases de données ou de serveurs qui sont critiques ou de serveurs de test que l'on veut faire une migration, migrer dans le cloud, ou après mes clients, qui peuvent être les développeurs, pourront accéder directement sans avoir une station locale. Donc, le data center d'aujourd'hui, vu par rubrique, c'est de dire que tous les éléments qui composent le backup, eh bien, je les mets tous les deux dans une seule et même interface, rubrique, qui, elle, est complètement web scale, comme on l'a vu, scale out. C'est-à-dire que dès que je rajoute un nœud dans le cluster, rubrique va le gérer en fait comme un gros sac de ressources. C'est-à-dire qu'on a des CPU, du réseau et du stockage. Dès que je rajoute une node dedans, vraiment à la méthode hyperconverge, et bien ce stockage, pour accueillir les backups, va dire, par exemple, s'il était de 10 Tera, je rajoute 10 Tera, il sera de 20 Tera pour faire mes backups. Et ça de manière exponentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite au nombre de nodes que l'on a dans un cluster par rapport à rubrique. Donc on peut vraiment grandir par rapport à la croissance que l'on a année par année et rajouter un nœud quand on en a besoin ou suivant les projets qui arrivent de certains clients. Et après, on peut répliquer ces données ou faire de l'archivage à long terme dans les clouds qui soient publics ou privés, aussi de manière scale out, web scale. L'indexation et la recherche, que ce soit en local ou indexé dans les clouds, sera toujours centralisée sur les briques rubriques. Donc, c'est-à-dire, quel que soit là où on va placer la donnée, l'indexation, la recherche prédictive sera toujours présente et on n'a pas la peine, par exemple, sur toutes les machines qui ont des superviseurs, de rajouter des agents pour avoir cette indexation. La journée dans le cloud, c'est pour expliquer ce que font certains de nos clients quand ils ont arrivé chez Rubrik, c'est-à-dire qu'ils avaient des machines VMware ou des machines virtuelles dans lesquelles ils faisaient le backup on-premise avec Rubrik et ils mettaient leur sauvegarde, une partie on-premise et aussi une partie dans un cloud public. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont converti leur cloud out, c'est-à-dire les données de sauvegarde externalisées, et les ont instanciées en les convertissant en CVMTK, soit en AMI, soit en VHD, suivant le cloud provider, ce qu'on appelle le cloud out, le cloud on, pour avoir en fait cette partie production qui passait de l'on-premise sur le cloud public, donc directement dans le cloud, et de manière complètement automatisée ou transparente pour les utilisateurs. Et une fois qu'ils sont arrivés sur cette partie-là, on a aussi d'autres produits dont je vais juste parler après, qui s'appelle Aflow, qui va pouvoir nous permettre de faire des disaster recovery d'orchestration depuis un site on-premise sur un des cloud providers, et ça de manière complètement automatique avec redémarrage des applications. Les VM, ce qu'on appelle, vont être
mis dans un blueprint, donc un groupe de VM, un îlot de production. Et quand on va déclencher en fait cette partie de Airflow, on va nous faire un failover dans le cloud où les instances vont être converties de VMware en instance OCD, par exemple. Et une fois que la partie a été récupérée, on va pouvoir faire un failback pour revenir sur la production on-premise. On a aussi la partie, comme Rubrik, c'est un logiciel, donc là on a parlé des appliances, mais on a aussi on a un éditeur, donc nous avons une version qui est aussi ce qu'on appelle le Cloud Cluster, qui évolue complètement dans le cloud, encore une fois dans les principaux clouds publics, et une partie robot on-premise pour les petits, pour les sites Remote Office, Backup Office, où on veut ramener les données qui fonctionnent aussi sur un hyperviseur. Une fois qu'on a ramené cette... je vois qu'il y a des questions. Ok, voilà, très bien. J'y répondrai ensuite. Donc, par rapport à cette partie Cloud Native Protection, on peut aussi, une fois que nos clients ont migré avec les parties EC2, donc, on peut aussi directement faire une sauvegarde de ces instances avec la partie Cloud Cluster de Rubrik ou on-premise de ces instances EC2 si on le désire, suivant en fait, comment on a organisé notre production. Tout ça va être géré au travers d'un produit chez nous qu'on appelle Rubrik Polaris, qui fonctionne en SaaS et qui permet d'aller gérer tous ces produits-là. Donc, c'est là où on introduit la partie Rubrik en tant que logiciel SaaS, qui chez nous s'appelle Rubrik 2.0 Polaris. Donc, une fois qu'on avait la partie on-premise qui faisait les backups des données que l'on avait on-premise, soit des VM, soit des serveurs physiques, soit des applications. Oups, pardon, excusez-moi. Hop. On va avoir une interface que l'on appelle Rubrik Polaris SaaS avec différents modules. Le premier module s'appelle GPS. C'est-à-dire que si on a une infrastructure avec plusieurs sites, on va pouvoir centraliser toute cette partie-là depuis une seule et même interface où l'on va voir chacun de ces clusters avec les backups qui sont passés dessus, le nombre de backups, la protection, qui va vraiment être un management centralisé où on pourra aller regarder des erreurs de tout son parc, la volumétrie de tout son parc, et si on a besoin d'aller sur un cluster, choisir le cluster, tel type d'application sur 7 jours, 24 jours, et aller faire des requêtes imbriquées pour aller trouver l'information que l'on veut. Et par défaut, il regroupe tous les clusters que l'on a enregistrés dans cette partie. Radar, qui est la détection de ransomware. Comme on a vu, Rubrik faisait les backups et était intelligent pour paralyser les données. Quand on va un peu plus dans le détail, on a aussi l'intelligence artificielle qui va faire que chaque backup, on va apprendre comment se passe ce backup, quelle est la durée de ce backup, et se dire chaque semaine, tel backup me prend 1 heure, 10 minutes, 5 minutes, ou il a 10, 100, 1000 fichiers en moyenne pour se backuper. Et donc nous, ça va nous permettre d'arranger, quand on sait la durée ou le nombre de fichiers, d'arranger la fenêtre de sauvegarde pour l'optimiser tout en tenant compte de la partie compliance des SLA. Donc ça, c'est une partie intelligence artificielle qui est derrière. Une fois qu'on a toutes ces données, on peut très vite comprendre que si on a une anomalie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 fichiers qui ont été backupés ou 10, j'en ai 1000. De savoir que tel backup qui me prend 10 minutes, il m'a duré 2 heures. Et là, on va se dire, anomalie. Et donc l'anomalie, quand on va les regarder, il va se dire, ah oui, anomalie, il va aller voir les listes de backup, il va aller voir les fichiers, il va dire, oh, ces fichiers sont maintenant cryptés ou ont changé de nom, il va essayer de les ouvrir, ah, je ne peux pas les crypter, ça ressemble à telle signature, tac, vous avez un message, vous avez été cryptoloqué, tel cryptolocker, que voulez-vous faire? Et là, détecter, comme on le voit sur l'écran, il va nous dire, il va nous donner les anomalies, il va nous demander que voulez-vous faire. Et si on dit restaurer au dernier point où c'était bon, à ce compte-là, lui, il va nous restaurer tous les fichiers de backup de manière automatique, 1, 2, 10, 100, 1000, il va tout restaurer, il va aller sur tous les clusters concernés par rapport à ça, il va dire restaurez-moi les fichiers au dernier état, dernier bon état. Et à ce compte-là, en un seul clic, on va pouvoir récupérer une production saine. Donc encore une fois, c'est pas un outil de prévention, c'est juste comme la partie SLA, l'instant recovery, ces choses-là, c'est pour redémarrer le business, le travail des utilisateurs le plus rapidement et le plus efficacement possible.
Office 365, ça va être tous les flux de données qui se trouvent dans de Office 365 dans le cloud. Cloud App Protection, ça, ce que l'on parlait, c'est de faire des applications qui vont pouvoir redémarrer failover, failback dans le cloud au travers de Appflow. Et Sonar, qui est la catégorisation des données. Et donc là, je prends un exemple, vous avez des données de carte de crédit ou de sécurité sociale, où vous-même, vous pourrez créer votre propre dictionnaire par rapport au type de données que vous avez. Et là, sur les backups, et non pas sur la production, quand on va faire les backups, Rubrik va aller regarder les fichiers et va vous dire tel type d'information se trouve dans tel fichier. Et par rapport aux règles que vous avez mis, dans le sens où vous direz tel utilisateur ou tel fichier n'a pas le droit d'être dans tel répertoire ou n'a pas le droit d'être accédé par tel type d'utilisateur, Rubrik va vous donner une alerte en disant tel utilisateur a accédé à ce fichier ou tel fichier est accessible dans tel répertoire alors qu'il ne devrait pas. Et donc là, ce sera à vous de prendre les mesures par rapport à ce que Rubrik vous aura analysé. Et encore une fois, ça se fait post-process. Donc, comme on l'a vu, Rubrik, c'est beaucoup de choses. Et donc, ça peut être aussi, c'est géré par une interface, donc on verra tout à l'heure. Ça peut aussi être géré par des API ou par des ordonnanceurs ou par des services, des providers de services, tels que Verily, ServiceNow, ou des configurations de machine management, Ansible, Chief, Puppet, ou directement l'infrastructure as a code Terraform pour créer vos VM dans le cloud. Et tout ça au travers des API. C'est-à-dire que Rubrik, ça a été fait au travers des API, c'est-à-dire que ça a été né avec le monde des API, et donc on n'a pas rajouté des API pour pouvoir accéder à des fonctionnalités que l'on provide à nos clients. C'est directement, on consomme nos propres API. Ce qui veut dire que le GUI, que l'on verra tout à l'heure, c'est une présentation de ce que nous, on pense est le plus utile dans votre vie de tous les jours en tant qu'administrateur. Mais ce qui ne veut pas dire que les données ou les informations que l'on a se limitent à ce que l'on a dans le GUI. Au travers des API, on a une multitude en fait, de services et de données que l'on peut chercher, modifier ou même orchestrer. Et certains clients ont pris Rubrik et ne se servent pas du tout du GUI qu'on a fait, mais se servent des API car ils avaient déjà des ordonnanceurs dans lesquels ils ont remplacé un appel, un call API pour aller faire l'action qu'ils faisaient avant avec leur ancien logiciel ou leurs différents logiciels et qui maintenant est regroupé dans un seul. Comme on le voit dans les services de catalogue, ServiceNow ou le monitoring avec Splunk, nous avons directement des modules que l'on peut aller chercher dans le marketplace de ServiceNow de Splunk qui vont télécharger Rubrik et qui vont faire qu'en quelques minutes, vous allez être opérationnel suivant les droits qui sont déjà dans ServiceNow, qui vont être donnés à un utilisateur de pouvoir restaurer son fichier lui-même au service ou créer une machine virtuelle ou dans cette machine virtuelle, dire s'il a le droit de backuper ou pas sur tel emplacement et toutes les règles de SLA auxquelles cet utilisateur aura le droit au travers de ServiceNow appliqués à Rubrik. Donc la même chose pour les configurations management où on a les modules où c'est très très simple dans un modèle de création de VM de rajouter la partie de backup automatisée au travers de cette configuration management et de ces modules. Tous ces modules sont gratuits. Sur Rubrik, on a un site web qui s'appelle build.rubrik.com où tous ces modules, plus tous les scripts que l'on a fait pour nos clients qui ne sont pas dans des prestations payantes, donc que nous avons fait pour eux, pour les aider. Donc notre support aussi, Rubrik, est un support DevOps, c'est-à-dire qu'on peut avoir appelé pour des pannes matérielles, mais aussi pour des problèmes de scripting. Tout ça, c'est en vente libre, je dirais, sur le web, sur ce site web où on fait une recherche et là, il vous trouve tous les scripts qu'il vous faut avec les applications, les paramètres à faire, comment installer pour automatiser toutes ces parties-là. Par exemple, si vous voulez vérifier un backup de temps en temps ou chaque fois qu'il est fait au travers d'outils de vérification, et bien ça, il y a un script qui vous le fera et qui vous expliquera comment effectuer cette vérification, comment installer ce script et comment le mettre en œuvre. Donc ça, c'est la partie du GitHub avec le build sur le site. Les différents effets que l'on donne, donc ça c'est Accenture qui le donne, donc et ça ce qu'on l'envoie chez plus de 80% de nos clients, c'est que l'efficacité ou l'ergonomie permettent aux clients de gagner en fait du temps et de gagner de l'argent et de faire que leurs équipes gagnent
dans des cas extrêmes, on va jusqu'à plus de 80, suivant les solutions, de 80% de leur temps qui a été réduit au travers du management de rubriques, même depuis l'interface, sans avoir à automatiser toute cette partie-là. Application Availability, le Cloud, Security Compliance, l'Automation, ce sont tous les nouveaux mots de la sauvegarde d'aujourd'hui qui forcément, par rapport à des outils qui sont nés un peu plus avant de toutes ces nouvelles applications, ont dû y faire face en rajoutant des modules, alors que nous, cette partie-là a été directement pensée, inclue dans notre code, et c'est vraiment quelque chose qui est natif à Rubrik, de pouvoir gérer la Security et Compliance, l'Automation, le Cloud et les Application Availability. Sont quelques... Donc, par rapport au marché français dont on vous a cité tout à l'heure, Architect, ça sont des exemples qu'on a choisis pour dire que les Fortune 100 Insurance, c'était par rapport à la partie SQL, donc ce sont des cas extrêmes, bien sûr. Le Cloud, Security Compliance dans le sens Limitability Against les Ransomware, donc ils ont, ils ont vu très vite l'importance de ça parce qu'ils sont souvent attaqués ou essayé d'être attaqués. Et AMG par rapport à l'automation, où là, chez eux, tout a été automatisé, non pas au travers du GUI, mais ils se servent de l'orchestrateur où ils ont tout backupé. Donc là, on sauvegarde vraiment tout AMG Petronas. Donc il y a des témoignages clients qui sont sur le web sur vraiment comment ils ont fait penser avec Rubrik pour tout leur IT. En conclusion, c'est un backup, une solution moderne de backup. On n'a que 5 ans. Donc c'est pour ça que l'intégration avec le cloud est native. Que les backups, on réutilise les backups et on ne voit plus le backup comme vraiment de la perte de données, de temps, d'argent et d'espace sur le stockage, mais vraiment quelque chose qui peut vous donner de la BI, de la governance, de la compliance et des tests de sécurité dessus, où on peut tout simplifier et automatiser justement au travers des API et qui permettent de plus forcément faire de backup, mais d'aller plus loin avec ces données de backup. Voilà. Je vais maintenant en profiter pour vous faire une petite démonstration. Par rapport à cette démonstration, vous allez voir tout ce que l'on a discuté jusqu'à présent. Donc maintenant, vous devriez voir mon écran. Donc c'est l'interface rubrique, comme elle se présente. Donc ça, c'est l'interface d'une brique. Et dessus, on ira aussi se connecter sur une partie VMware. Donc une fois qu'on a installé la brique, on se log dessus. Donc soit avec des comptes liés à un AD quand on l'a configuré, soit avec des comptes logos et des organisations locales qui va nous permettre de faire du Remote Based Access Control et de gérer depuis l'objet si les personnes ont le droit de faire un backup, de faire une restauration, sur quel objet ou sur quel type de hardware ils ont le droit de faire la restauration. Ce qui va nous permettre de compartimenter cette partie. Voici le GUI. Donc, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le GUI qu'on vous propose au travers de l'HTML5 et des données qui nous pensent vous serviront dans vos actions de tous les jours. Donc, on a la partie performance qui se passe sur la brique avec l'ingestion des données, une partie rapide de ce qui se passe sur la brique à l'instant T, et avec, si on veut, sur les 24 heures, dernières 24 heures, avec du monitoring pour être ce qui se passe à l'instant présent, donc in progress, fait, completed, et qui vont être faits. La compliance, donc ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est par rapport au CELA que l'on a établi par rapport à un objet, il va nous dire, j'ai un nombre d'objets, combien sont dans la compliance, combien ne sont pas dans la compliance, et les systèmes performance, qui vont être les données reçues, les CPU utilisation de chacune des nodes. Donc là, c'est-à-dire qu'on a une brique rubrique avec 4 nodes à l'intérieur. Si je retourne sur le dashboard, on a aussi la partie des duplications, le nombre de sauvegardes, le nombre de live mount, le nombre de cloud mount. Donc, live mount, c'est le nombre de VM ou de bases de données ou d'objets qui sont redémarrés depuis la brique et dont on se sert des ressources disques de la brique. Cloud mount, c'est toutes les données que l'on aura redémarrées depuis la brique sur le web. Et là, c'est la partie que l'on a par objet qui sont protégés, le nombre de SLA domaines qui sont les plus utilisés et la capacité utilisée sur toute la brique. Donc, chez nous, tout passe par le SLA domaine. C'est-à-dire que le SLA domaine
c'est l'instance de backup. C'est ce qui correspondrait le plus à un job de backup. Et donc, si on prend les objets que l'on va avoir, on va avoir plusieurs types d'objets qui vont être dans la même backup. Donc, si je prends par exemple cette partie-là, donc je vois que j'ai ce SLA-là, j'ai 52 objets. Dans ces 52 objets qui ont ce SLA qui dit que toutes les 4 heures, je fais une rétention de 3 jours, on verra aussi que j'ai des VM SFR, des VM Hyper-V, des hosts Windows et aussi des bases de données SQL. Et, voilà. Et tout ça est géré au travers du même SLA, c'est-à-dire qu'ils auront la même compliance. Donc, si moi, je veux créer un nouveau SLA, donc je vais aller sur le SLA et je vais lui donner un nom. On pourra voir que j'ai l'avance configuration qui me permet d'avoir plus d'objets. Sinon, la partie très très simple qui vont être une rétention, une périodicité et une rétention. Donc, si je veux un job de backup, je veux dire que j'en veux un tous les jours que je garde pendant 30 jours, tous les mois que je garde pendant 12 mois, tous les ans que je garde pendant 5 ans. Et comme rubrique, c'est l'incremental forever, c'est-à-dire qu'on fait une full et ensuite que des incrementales sur tout type de données, VMware au travers des hyperviseurs ou même au travers des localhosts ou même sur du NAS, on peut se dire que l'empreinte sur le réseau va être moindre. Donc, ça peut aussi me permettre de faire soit du CDP, soit aussi de dire, je vais prendre un snapshot toutes les 2 heures ou toutes les 4 heures, voilà, que je garde pendant un jour. On a la partie en bas qui va nous dire take snapshot from. Donc, ça va être les fenêtres de backup, si on a besoin. À savoir que ça tend à diminuer chez Rubrik. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, on a l'intelligence artificielle, on optimise la fenêtre de backup pour avoir en fait le minimum de temps perdu entre les différents objets à sauvegarder. Et ce que l'on peut vu aussi, c'est que on va aussi regarder si l'utilisation du réseau, si la CPU, soit de l'hyperviseur, soit de la VM, soit des disques, des data stores sont trop utilisés pour dire, là c'est trop utilisé, je reviendrai plus tard pour faire ma compliance. Donc on a aussi ces tests-là. C'est-à-dire que nos clients, la plupart du temps, quand ils commencent, ils mettent des fenêtres de backup, et ensuite, au cours du temps, ils les enlèvent parce qu'ils s'aperçoivent que Rubrik, tout au long de la journée, n'affecte pas leur production. Mais dans tous les cas, avec l'intelligence artificielle qui est derrière, les backups se feront aussi, on peut aussi les démarrer la nuit ou les démarrer la nuit par rapport aux priorités qu'on peut mettre. Et ça, c'est la foule douloureuse. C'est dès qu'on ajoute un objet, on lui dit, cet objet-là, c'est la première fois que je vais les ajouter. Donc, il faut que la première fois que je veux faire un backup sur cet objet, compris dans ce SLA, tu me la feras le vendredi entre 6 heures du soir et lundi 3 heures du matin. Une fois qu'on a fait les settings de la brique, on peut aussi décider de l'archivage de ces données. Et donc, par rapport à l'archivage de ces données, on va dire, je vais archiver ces données sur un emplacement. Donc, cet emplacement peut être S3, GCP, AWS, Azure, mais il peut être aussi on-premise avec du S3 on-premise ou du NFS on-premise. Donc là, on va choisir un S3 bucket. Et là, on voit que ça réduit. Et donc, je peux choisir que la rétention sur la brique, je vais la mettre de 30 jours, qui correspond en fait au temps maximum auquel mes utilisateurs me demandent des restaurations rapides, tout le live mode. Et ensuite, on peut déstager les données sur l'archivage, où on ira les chercher de la même manière, donc ce sera transparent pour l'utilisateur, mais qui seront sur un média un peu moins coûteux ou un peu moins critique que peut l'être une brique à la rubrique. Ces données-là peuvent être aussi répliquées si besoin sur une autre brique, ou alors on va dire je vais garder sur cette brique de réplication, si je veux faire un disaster recovery, 2 jours de données par rapport à ma production. Donc une fois qu'on a défini toutes ces règles, qu'on l'attribue à une machine virtuelle, nous on va aller voir comment ça se passe. Donc là je vais chercher une des machines, donc là j'ai tous les objets qui commencent par rapport à cette lettre, à cette lettre-là, et donc là on va prendre la machine Windows sous VMware. Et là, on voit ça va se présenter toujours de la même manière. À droite, le calendrier des actions
des petits points verts où tous les backups sont bien passés. À gauche, la partie de toutes les informations par rapport à cet objet. Et en bas, les activités qui s'est passé pour faire la sauvegarde de cet objet. Donc, si je clique sur cette activité, je verrai tous les détails où ce backup-là s'est fait avec succès. À cette heure-là, il a fait 4 minutes 44 secondes en utilisant tel essai-là où j'ai transféré 575 mégabytes sur un disque de 40 gigas à un throughput, etc., avec toutes les différentes actions ou étapes du backup. Une fois que j'ai fait ça, mes backups, j'arrive ici pour restaurer un fichier. Et là, je tape le nom de mon fichier. Donc là, je prends un fichier host et je vois que j'ai tous mes fichiers avec toutes les occurrences de ce fichier-là. J'ai dit, voilà, c'est ce fichier-là, à cet emplacement qui m'intéresse. Je clique dessus et là, je vois toutes les dates. Et là, je vois les petits nuages. Quand je vois les petits nuages, c'est-à-dire que la totalité de ce fichier a été mis sur un archivage, quel qu'il soit, quel que soit l'archivage sur lequel nous avons défini ce ST-là. Donc, si c'est sur Azure, ça peut être aussi sur AWS, mais ça peut être aussi en local sur un share NFS, qui peut être du data domain, par exemple. Et là, je fais download ou restore. Download pour dire je télécharge la donnée sur le navigateur avec lequel j'accède à cette interface, ou restore pour restaurer en place. Une fois que j'ai fait ça, je peux restaurer mon fichier. Si je veux restaurer ma VM, à ce compte-là, j'ai tous les. Donc là, on va aller se dire, bon, je vais aller restaurer la VM du 14. Et dans ce 14-là, comme on a vu que le SLA, il est toutes les 4 heures, c'est-à-dire que j'ai 6 backups par jour qui se font toutes les 4 heures par rapport à la compliance. Donc, si je prends ce backup-là, j'ai plusieurs options. Soit le mount qui me permet de monter la VM sur l'environnement VMware, parce que c'est une VM VMware, ou j'aurai le data store qui va être monté, un export NFS qui va être monté comme un data store sur lequel je vais prendre les VMDK et démarrer une VM, Instantly Recover où je vais restaurer ma donnée directement, un export où je vais prendre ces fichiers et les mettre sur un autre serveur SX, Recover File où je vais aller browser mes fichiers pour aller choisir les fichiers que je veux et les restaurer en place ou dans un share que je veux, ou la dernière option, Launch on Cloud, qui veut dire que je redémarrer cette VM-là au format VMware, dans le format, par exemple, si c'était Azure, format Azure de destination. Donc, si je fais Launch on Cloud, voilà, je peux choisir Azure ou AWS. Ici, je vais prendre cette VM-là, je vais faire un mount pour redémarrer. Donc, soit machine virtuelle, soit les disques virtuels compris dans cette machine. Donc, moi, je veux la totalité de la machine. Je choisis un host SX, je finish, et là, lui, on va voir les messages, il va aller me monter cette VM sur le SX dans lequel mon utilisateur, Émeric Jaouen, a les droits d'effectuer cette action. Voilà. Donc là, creating snapshot. Data store. Donc, si je me log sur l'interface VMware, on voit que la VM Émeric Jaouen W1 a le timestamp du moment où j'ai créé la VM. Et là, on voit qu'elle a créé la machine virtuelle, le NAS, rubrique MO, voilà, et que ça a pris quelques millisecondes. Et que si je clique dessus, cette machine-là va être démarrée au travers des ressources qui se trouvent sur l'appliance rubrique. Par exemple, si je regarde les data stores, je vais voir qu'en fait, le data store de cette VM se trouve bien sur rubrique et va être démarré depuis rubrique. Voilà, donc cette machine, comme on le voit, elle est démarrée. Mountain Vespa, et on a le journal d'activité qui nous dit voilà tout ce qui s'est passé pour monter cette VM avec les secondes. Si je prends par exemple une base de données SQL, je vais prendre ma base de données qui se trouve sur mon serveur, donc sur un serveur SQL, donc Adventure Work. On va noter aussi que de la même manière, j'aurai le même look and feel. C'est-à-dire que j'aurai sur la droite mon calendrier avec les points verts qui me disent que tous les backups se sont bien passés. Sur la gauche, les informations par rapport aux backups. Et en bas, de la même manière, le journal des activités de ces bases de données. La petite différence que l'on aura, c'est que dans cette partie-là de base de données, on pourra choisir quand sauvegarder la masse de manière cohérente, mais aussi
les parties backup où je peux dire jusqu'à tous les 5 minutes, je veux me faire un backup des logs que je garde pendant une journée. Donc ça, on va pouvoir séparer aussi la partie database de la partie log pour les gérer différemment. Et si je veux récupérer ma base de données, pareil, je choisis le temps, le jour sur lequel je veux. Et là, on a un petit slide qui nous permet de revenir dans les logs à la manière dont on veut, ou alors les rentrer manuellement. Disons que j'ai eu un crash à 5h24 du matin, donc je me remets à 5h23. Et une fois que je fais ça, je fais de la même manière, mount, export ou restore. Mount étant la base de données servie depuis rubrique au moyen d'un SMPv3 share. Sinon, un export où je mets mes fichiers LDF, MDF sur un autre serveur, ou restore pour restaurer ma base de données. Donc, on va faire un mount. Et dans ce mount, il va me montrer tous les serveurs qui pourront accueillir ma base de données par rapport à la version de la base que j'ai sauvegardée. C'est-à-dire que il va aussi checker le type de base et la version pour pouvoir avoir la compatibilité pour nous proposer que les instances de base de données compatibles et susceptibles de pouvoir accueillir notre restauration. Si je fais un next, il me demande l'instance, que j'en ai plusieurs, un nom, et je fais mount. Et donc là, si je me retrouve sur mon serveur de base de données, si je fais un refresh, voilà, donc c'est pas encore arrivé. Et donc si on va dans le journal des activités, on va voir que ça, voilà, ça va appeler le Shadow Copy Service to Restore Database Architect. Donc là, on va commencer à voir la base de données qui va apparaître. Ou pas. Voilà, Architect, avec le restoring. Donc là, on a créé l'enveloppe et là, on remet toutes les données qui doivent être dedans par rapport au log et toute cette partie-là. Donc, si on clique dessus sur le message des activités, on continue. Donc là, il y a pas mal de personnes qui accèdent en même temps. Donc, on va appliquer le transaction log, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour arriver à 5h23 du matin. Et une fois qu'on arrive là, voilà, donc on voit que cette base de données est très, très, très utilisée, puisqu'on a 173 kilobits qui vont être appliqués. Et une fois que ça s'est appliqué, il va me rendre la main, et là, je pourrais accéder directement à ma base de données. Voilà, on voit qu'elle est up and running. Si je fais une propriété dessus, les fichiers vont bien être accédés depuis, en fait, l'appelante rubrique au travers d'un share. Ce qui veut dire que là, si on a un problème en production sur AdventureWorks, on peut monter la base ici à côté. On pourrait la monter sur un autre serveur ou complètement dans une instance web si on avait les connexions réseau. Et dessus, on pourrait faire alter database de AdventureWorks avec un select étoile depuis Architect, insert étoile AdventureWorks. Et comme ça, on peut mettre à jour les bases de données sans avoir à restaurer ni des tables, ni des opérations un peu coûteuses. Et ça, en quelque temps, sans avoir besoin d'être un admin SQL. Une fois que tout ça c'est fait, on va les démonter. Donc, dans la partie Live Mount sur la partie vSphere, je vais aller récupérer ma VM qui est en train de tourner. Et là, je vais faire soit pour off, si je veux l'éteindre, ou Migrate Data Store. Donc là, on va faire un unmount. Là, si on a fait un storage motion, qu'elle apparaît plus d'un point de vue vSphere, on peut quand même faire le démounting à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour le forcer. Et pour la base de données SQL, de la même manière, je vais venir ici, cette base-là, et là, je vais faire un unmount. Et là, on va voir que dans le journal des activités, elle va disparaître. Dans mes VM, on va voir que celle-ci aussi va disparaître. Voilà. Ma VM va bientôt disparaître. Deleted virtual machine, voilà, l'instruction va passer. Voilà, elle a disparu. Et là, dans ma base de données, refresh. Elle a disparu aussi. Et donc, j'ai retrouvé un environnement propre dans lequel, sans avoir eu besoin à faire des opérations ni SQL, ni de serveur, ni de base de données. Et voilà, 12h15, c'est le temps
Dès 1 heure est impartie. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie chat ou prendre la parole au travers du micro. Bien, écoute, merci Émeric pour cette brillante présentation et démonstration. N'hésitez pas en effet à nous contacter soit Architect, soit Rubrique si vous avez des questions, si vous avez besoin de faire des démonstrations un peu plus larges, faire des tests de la solution bien évidemment. De toute façon, on vous enverra donc cette vidéo et on vous enverra donc nos coordonnées si vous voulez nous joindre. Merci beaucoup Émeric. Avec plaisir. Merci à tous d'être présents et puis je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir. OK. Ça s'enregistre toujours là.